Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Issa Abdou Issa, 4e vice-président en charge des affaires sociales au Conseil départemental. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors la semaine dernière se sont tenus les États généraux du social, une initiative du CNFPT en partenariat avec le Conseil départemental. Vous nous direz ce qu'il en est ressorti de ces événements tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télé de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors avec vous, il sera question d'un sujet préoccupant, la délinquance et plus particulièrement la délinquance juvénile. Un sujet qui pose aujourd'hui de nombreuses problématiques dont vous nous parlerez dans quelques instants. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 5 octobre. Ce week-end, le village de Bouyouni a une nouvelle fois été confronté à un conflit lié au foncier. Un propriétaire terrien est devenu monnaie d'échange suite à l'interpellation d'une personne en situation irrégulière. Témoignages et explications dans votre journal. Demain 6 octobre, la grève dans la fonction publique va débuter. Ce mouvement initié par le SNUPP-FSU est aujourd'hui porté par une intersyndicale. Si certains syndicats comme la CFDT ou l'UNSA privilégient le dialogue, le mouvement de demain pourrait, cela dit, largement rassembler. Vendredi et samedi soir, Idjaman Levy a donné 2 concerts exceptionnels à Musical Plage, puis au Café Room de Combani. De nombreux fans venus d'horizons très différents étaient réunis au rythme du reggae. Reportage à la fin de cette édition. Depuis plusieurs semaines, les habitants de Bouyouni revendiquent des terrains appartenant à des villageois extérieurs à la commune. Barrages, saccages de plantations, tout a été fait pour décourager les exploitants et les pousser au départ. Depuis, les tensions sont loin d'être retombées puisque ce week-end, un volet organisé sur l'une des parcelles en question a dégénéré en prise d'otage. Plus d'explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci, Abbas Adidi et Fred Souleymana. Le foncier n'en finit plus de créer des conflits à Mayotte. Les habitants de Bouyouni se sont réunis samedi pour partager un volet organisé sur l'un des terrains qu'ils revendiquent. Dépêchés sur place, la gendarmerie a procédé à un contrôle d'identité et une personne en situation irrégulière a été interpellée par les mobiles. Amir, un quinquagénaire de Mtsahara et propriétaire d'une parcelle, est arrivé quelques minutes plus tard pour s'occuper de ses ébus. C'est à ce moment qu'il s'est retrouvé confronté à une foule en colère qui l'a attrapé et pris en otage. Armé de coupe, tout le monde était armé de coupe. Alors ils sont venus tout près de moi, ils m'ont pris et puis le coupe dans la gorge comme ça. J'ai vu un mec, quand je dis, il y avait des gens de Bouyouni, parce que leur complice, leur chef, il s'appelle Bazou. Dès qu'il m'a vu, lui il a couru directement parce qu'on se connaît depuis longtemps. Dès qu'il m'a vu que c'est moi, il a couru, il est descendu, c'est les autres en situation irrégulière qui m'ont amené jusqu'à la forêt. Je leur demandais, qu'est-ce que vous voulez? Ils m'ont dit, voilà, notre collègue, on l'a amené à la gendarmerie de Mtamboro. Il faut qu'il t'appelle le gendarme de Mtamboro, qu'il puisse lâcher notre frère. C'est là qu'on va te lâcher. Sinon, on ne te lâche pas. La soixantaine de personnes participant au volet n'a pas apprécié l'arrestation et plusieurs s'en sont pris aux forces de l'ordre en les caillassant, blessant légèrement un militaire et endommageant les véhicules. Après de longues heures d'inquiétude, Amir a été retrouvé par la gendarmerie, seul sur le bord d'une route. Une histoire qui dure et qui prend aujourd'hui une tournure inquiétante. Alors ces histoires-là, ça a commencé déjà, ça fait déjà 1 mois de plus. Et que personne de la justice, je ne sais pas monsieur le procureur, je ne sais pas monsieur le préfet, attend qu'il trouve des indices de je ne sais pas quoi, hein, pour aller interpeller ces gens-là. 1 mois. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à quand? Admettons c'était moi, Amir. Admettons c'était moi, Amir, qui avait pris ce monsieur-là en otage. Où est-ce que je serais aujourd'hui? Je serais en prison. Parce que je fais la justice moi-même. Encore sous le choc et très inquiet, le propriétaire terrien a accepté de s'exprimer sur notre antenne pour passer un message d'alerte. Mon neveu là, il était venu chez moi hier. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Il m'a dit qu'on va à Kwezi. Je me suis dit, je me suis pris l'intention de venir témoigner parce que en disant les Maoris qu'on a un danger. C'est pas moi seulement, les Maoris. Écoutez-vous bien, c'est pas moi seulement qui a un danger à Mayotte. On est tous les Maoris sont en danger. Alors, réveillons-nous de dire les autorités qu'ils s'élèvent
faire quelque chose. À Mayotte, ce genre d'affaires peut rapidement tourner au conflit communautaire. En effet, depuis ce matin, de nombreuses voix s'élèvent au sein de la population mahoraise pour demander que des mesures fortes soient prises par les autorités avant que de véritables drames n'aient lieu. C'est-à-dire comment ça se fait maintenant on doit lanzo no walo morevan wa jokina pe maore harmwantie athe amba paka mnyamzona rengwa oho atolu e bavani wasi swafiri wa maore rilo vani si rongo atini musona atini hadisordeni za vira lovan manamna muungalianso na makwelu nde serikali dalila wadon Andrewo kwelu asitena maore sifanya mbarso asaidia parvano aketi mo marjo parambana watawar husudi ne katpasa ka hallo lazima wasiwa maore ribu ya matso ngalie shtu zilparovan wanzwan matuna wanzona chikena intere maore wafanye tongordeyo ala kafta tiadia sanjwe mana wasa maore njema za wanzwani mbovu za maore hamwensi yatu. Si les auteurs de ce chantage ne prennent pas la mesure de leur acte, ce n'est pas le cas du procureur de la République Joël Garrigue, pour lequel l'affaire est extrêmement sérieuse. Une affaire qui fait grand bruit et qui pourrait ne pas s'arrêter là si les autorités ne réagissent pas rapidement. Et à noter que l'intégralité de ce temps de parole sera disponible juste après cette édition. Et je me tourne vers le 4e vice-président du conseil départemental en charge des affaires sociales. On vient de voir ce reportage, une crise foncière à Mayotte qui donne lieu à des situations très inquiétantes, on l'a vu. Quel est le positionnement du conseil départemental dans pareil cas? D'abord, les images sont choquantes et je suis moi très touché par ce que je vois là. Et il est vrai que c'est inacceptable que sur ce territoire, il y ait encore des actions de cette nature. Néanmoins, vous avez raison de le dire. C'est d'abord un problème foncier. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a vu ça et une fois qu'on a présenté les choses comme ça? Je crois qu'il y a d'abord un problème foncier qu'il faut régler. Je crois à la loi de 2001 qui disait qu'il faut une dizaine d'années pour rattraper et être au diapason du droit commun, tout ce qui a trait au foncier, mais c'est vrai aussi pour l'état civil. Force est de constater que le compte n'y est pas. Et moi, je suis heureux que le Conseil des ministres, il y a un mois de cela, et singulièrement celui qui concernait le projet de loi de la modernisation outre-mer, eh bien, a vu la naissance, au moins juridiquement, de l'établissement public foncier, qui était très attendu à Mayotte. C'est cet établissement qui va booster, qui va véritablement régler le problème foncier, et c'est ce qui permettra, in fine, de savoir qui est où, et ce faisant savoir avec exactitude le terrain qui appartient à l'État, celui qui appartient au département. Et c'est ce qui nous permettra d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que le schéma d'aménagement régional, le SAR qui remplace le PADD, eh bien, bute sur un certain nombre de choses liées au foncier. Je pense au projet touristique du Nord, celui de Bandrélé notamment, simplement parce qu'il y a ce souci lié au foncier. Et donc l'établissement public foncier, et c'est heureux, viendra combler cette lacune qui véritablement bloque le développement économique du territoire. Vous dites viendra, donc en attendant, il va falloir patienter et se satisfaire de ce genre de cas? La loi a été prise. Oui. Restent les décrets d'application qui viendront préciser les contours de cet établissement public. Et donc, il faut accélérer, il faut que nos parlementaires jouent leur partition de manière à ce que tout ceci soit accéléré et, ce faisant, eh bien, pouvoir concrétiser cela. J'ai bon espoir qu'avant la fin de l'année, ça ne dépend pas du département, vous l'aurez compris, mais on peut croiser le doigt pour que ça se fasse assez rapidement. C'est vraiment souhaitable et salutaire parce que c'est vraiment ce qui va résoudre le problème foncier à Mayotte. En tout cas, on a beaucoup d'espoir. Alors l'espoir, on en a aussi du côté social puisque sont tenus la semaine dernière les États généraux du social avec beaucoup d'implications. Initiative du CNFPT en partenariat avec le conseil départemental. Alors, quelles conclusions en avez-vous tirées suite à toutes ces rencontres ? Je suis d'abord heureux que vous disiez espoir, c'est vraiment le mot. On sent bien qu'il y a un vent nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer et on a envie de canaliser et
en profiter. C'est vraiment le sens de la démarche que nous faisons. Et je suis heureux de vous l'entendre dire. Alors, ce qu'il faut retenir de ces états généraux, d'abord, il faut expliquer que, et vous avez raison de le faire, que c'est le CNFPT qui a été vraiment à l'initiative, mais aidé en cela par le département, chef de file de l'action sociale, faut-il le rappeler. Eh bien, le département était là de début à la fin. De début parce que nos cadres se sont impliqués en amont dans la préparation de ces états généraux. Pendant, parce que j'étais personnellement avec tous les cadres de la DSDS pour véritablement ouvrir ces états généraux. J'ai observé que l'association des maires était représentée également, mais Jean Véron, que je salue au passage, directeur de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, était là, mais vous voyez, tous les autres partenaires étaient autour de la table. Donc, une vraie belle prise de conscience du social autour de tous les acteurs. Et donc, on a pu se parler, on a pu échanger, on a pu faire des constats sur notamment le fait qu'il manquait suffisamment de travailleurs sociaux à Mayotte. Et puis, une fois qu'on a posé les problématiques, qu'est-ce qu'on fait? On s'est attelé à se poser ces questions-là autour de tables rondes notamment. Et puis, entre autres choses, idées qui se sont dégagées à l'issue de ces états généraux, et bien la mise en place d'un annuaire partenarial qui permet à tout un chacun vraiment de se retrouver, d'échanger les données, de savoir qui est où et qui fait quoi. C'est ce qui nous fait dire à Jean Véron, directeur de la Caisse, et à Guy Fidzer, sous-préfet chargé de la cohésion sociale, nous trois, ce triumvirat réuni, et au-delà de nous, les autres partenaires publics et privés, eh bien, mettons en place un schéma départemental de l'action sociale qui permet d'abord d'éviter de faire doublon, au-delà du fait qu'on saura avec exactitude qui fait quoi. C'est vraiment la cohérence, la mise en commun, la mutualisation des moyens qui nous anime et qui nous permettra demain de mieux parler aux Mahorais. En tout cas, c'est le sens de l'engagement qui est le mien. Alors, on parle des moyens, vous avez pointé les moyens humains et les moyens financiers. On sait qu'aujourd'hui, un communiqué a été envoyé par le CESEM avec un déficit du conseil départemental. Alors, faire du social, quand on a un déficit de plus de 40 millions d'euros, on va dire 45,6 millions en fonctionnement et 2,4 millions en investissement. Alors, comment ça va se passer? Je pense que c'est d'abord une décision modificative que nous allons faire. Une décision modificative, par définition, c'est une logique de ligne à ligne que nous allons faire dans le budget. Et lorsque... Prioriser? Pardon? Prioriser? Absolument. Et tout est une question de priorité. Et de la même manière, il faut, à un moment donné, savoir ce qu'on fait. On a dit le social était la priorité. La compétence, c'est pas moi qui le dis. C'est de l'aveu de tous, et c'est même les textes qui le disent. La première compétence, il ne faut pas se tromper de ce que nous faisons de métier de compétence. La première compétence du département chez Ramina Hariti, c'est le social. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut se donner les moyens de faire cela. C'est le sens du discours que nous avons tenu avec l'IGAS, qui était en visite chez nous récemment, sur notre demande, cher Pierre Bellucci. Et donc, c'est cela que nous allons faire, que malgré la crise, malgré la situation difficile, et vous avez raison de le souligner, eh bien, on veut quand même faire du social. Et c'est notre mission, c'est la première. Et donc, nous allons, et vous serez agréablement surprise, j'en suis sûr, de constater que le social aura sa place, toute sa place. Peut-être que ça ne se ressentira pas là, au niveau de la décision modificative, qui est, c'est vrai, vient avec le déficit que vous annoncez. Je vous invite à venir à la session plénière de demain, vous en saurez plus, mais je n'ai pas le droit d'en dire plus, ce n'est pas mon domaine de compétence. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que ça n'aide pas. Mais malgré cela, et peut-être au-delà de cette décision modificative, mais dans le budget 2016 qu'on va préparer dans la foulée de cette décision modificative, eh bien, vous verrez bien que le social aura une place, j'allais dire la sienne. Merci beaucoup Issa Abdou Issa. Je rappelle, vous êtes le 4e vice-président du conseil départemental en charge des affaires. Vous restez quand même avec nous. Parfait. Et la nouvelle semaine de mouvement au centre pénitentiaire de Majicavo continue. Les rotations continuent elles aussi entre ceux qui travaillent et ceux qui occupent les lieux pendant leur repos en signe de protestation. Ce matin, le procureur de la République, Joël Garrigue, s'est rendu sur place afin de rappeler aux agents leurs devoirs et les limites à ne pas dépasser. Plus d'explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimni.
Si le dialogue est au point mort au sein du centre pénitentiaire, ce matin le procureur de la République a souhaité rencontrer les agents. Pas venus pour négocier avec eux quant à leurs revendications, Joël Garrigue a néanmoins souhaité leur rappeler certains devoirs. Je suis venu simplement leur rappeler un certain nombre de règles qui ne peuvent pas être dépassées, et notamment que les extractions, c'est-à-dire les transferts de détenus vers le tribunal pour qu'ils puissent être jugés, devaient avoir lieu, et que je n'accepterai pas que l'on bloque ces extractions, tout comme je n'accepterai pas que l'on puisse compromettre la sécurité de l'établissement en empêchant les agents qui doivent aller travailler à l'intérieur de la prison d'y accéder. Je pense qu'il y a aussi une chose qui est importante, c'est que les familles doivent pouvoir aller voir les détenus, que les parloirs sont ouverts et accessibles. Simplement, les familles doivent savoir qu'elles doivent rentrer et que le mouvement de grève ne saurait affecter les visites qu'elles doivent rendre à leurs proches qui sont détenus. Les agents de leur côté souhaitaient rappeler qu'aucun débordement n'est pour l'heure à déplorer. Ils continuent leur mouvement en assurant vouloir rester dans la légalité. Il est venu nous rassurer que voilà, jusqu'alors notre mouvement n'est pas sorti du cadre. On respecte, on fait notre mouvement en fait dans le respect des règles établies. Donc voilà, il faut qu'on y reste. Parce que d'après lui, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait des individus qui seraient tentés à dépasser la limite. Là, nous, on l'a rassuré qu'au quotidien, on s'attelle à maintenir nos collègues et à leur dire voilà, on n'est pas là pour se faire, je veux dire, un tel ou un tel, mais on est là pour défendre nos droits, pour réclamer que le droit soit respecté. Les agents devraient participer au mouvement de demain qui touche l'ensemble de la fonction publique. Une partie des effectifs sera ainsi dans le cortège, tandis que ceux devant travailler seront bel et bien à leur poste. Demain, nous, délégués syndicaux, si on est la base va continuer, mais on n'empêche pas les agents d'aller regagner leur poste. Au vu des événements de la semaine passée, cette visite du procureur sonne comme un avertissement. Les agents sont désormais prévenus, au moindre écart de conduite, la justice sera très ferme. Pas de quoi cependant mettre à mal leur détermination dans un conflit une nouvelle fois, parti pour durer. Le SNUPP et le FSU, très déçus par la réunion du 29 septembre dite close de revoyure, maintiennent leur appel à la grève pour demain, mardi 6 octobre. Les propositions faites par le gouvernement étant jugées insuffisantes, les deux formations poursuivront donc le dialogue social dans la rue, suivi par la DSDS ou encore les agents du centre pénitentiaire de Majicavo. Le mouvement devrait rassembler large. Plus d'explications dans ce sujet signé Pierre Beloudji, Apasaliti et Leslie Vimné. De retour de métropole suite à la clause de revoyure, le secrétaire départemental du SNUPP se prépare au mouvement de demain. Insatisfait par cette réunion, l'intersyndicale composée également de la CGTMA ou encore du syndicat FO appelle à la grève demain, notamment en raison d'un taux d'indexation qui pose toujours problème. En 2013, le gouvernement nous avait demandé d'attendre d'abord qu'il procède à une enquête comparative entre Mayotte, La Réunion et la métropole. On nous a indiqué que les réponses de cette enquête seront connues d'ici la fin de l'année. Eh bien, à l'issue de cette remise d'enquête, il faudrait qu'on travaille sur le taux d'indexation. On nous parle d'une réunion en 2017 sans nous préciser effectivement qu'il y aura bel et bien la révision du taux d'indexation. La CFDT note quant à elle de nouvelles perspectives tracées. Et bien que le syndicat n'accepte pas la non-reconstitution de carrière des agents dans le calcul de leur retraite, il a choisi la voie des négociations et du dialogue, tout comme l'UNSA pour lequel beaucoup d'avancées positives ont été obtenues pour les fonctionnaires de Mayotte. Des conclusions que ne partage pas le porte-parole de l'intersyndicale, qui refuse de se contenter de quelques avancées. Nous demandons la prise en compte de notre ancienneté générale de service dans sa totalité, c'est-à-dire en y incluant notre ancienneté quand on était dans le corps des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte. C'est plus de 10 à 15 ans qui sont perdus. Là, le gouvernement nous propose qu'une bonification d'années d'ancienneté allant entre 2009
et 2016. Et quand on regarde bien entre les lignes, cette bonification ne concerne même pas les enseignants du premier degré. Donc à partir de demain, ça sera un mouvement qu'on espère massif et très actif. Présent sur notre plateau ce matin, le député Bouane Ali Saïd a réagi à l'aube du mouvement qui s'amorce. Lui, le fer de lance de la grève contre la vie chère en 2011, se dit une nouvelle fois solidaire des syndicats. Je peux prendre fait et cause pour les syndicalistes. Il y a des choses évidentes qui sont manifestes, qui doivent être résolues. Je ne vais pas donner systématiquement raison à tout, mais si je prends le cas de la fonction publique territoriale, qui n'a jamais été construite depuis quand on a commencé à mettre en place les 3 fonctions publiques, je pense qu'ils ont tout à fait raison d'aborder ces problèmes-là. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de discussion en amont jusqu'à ce qu'ils viennent à revendiquer des mouvements de grève. Il est aujourd'hui trop tard pour les discussions en amont. Demain matin, le mouvement de grève dans la fonction publique débutera. Reste maintenant à savoir s'il sera fortement mobilisateur et quelles en seront les conséquences. Il y a noté que pour la participation de la DSDS au mouvement de demain, des réunions ont eu lieu ce soir. On saura demain s'ils participeront ou non au mouvement. Et ce matin, un différend familial a dégénéré Square Papaye à Mamoudzou. Une femme à qui le compagnon reprochait de consommer des stupéfiants devant les enfants n'a pas apprécié les remarques. Très énervée, elle a mis le feu à un camion-bar avant de s'enfermer chez elle. La police, la BAC et les pompiers sont intervenus. Il aura fallu plus d'1 heure de négociation pour faire sortir la jeune femme. Brûlée au 3e degré sur les mains, elle sera d'abord emmenée pour être soignée avant d'être interrogée. On écoute le capitaine Chamassi qui nous en dit plus au micro de Patrick Millan. Il a fallu des négociations des pompiers, de la police nationale pour qu'on arrive finalement, après presque 1 heure de temps, à faire ouvrir donc, la porte. Autrement dit, on allait être obligé d'ouvrir la porte en force. Là maintenant, on sort avec une victime qui a quand même une blessure, a priori selon les pompiers. Il est brûlé donc, au 3e degré, pas trop peut-être élargi, mais juste au niveau donc, des mains. Et il est pris en charge par la police pour aller d'abord se faire soigner et éventuellement donc, répondre à ses actes. La Coupe des clubs champions de l'océan Indien 2015 se tiendra toute cette semaine à Madagascar. Le basket club de Mtsapere représentera Mayotte dans la compétition féminine. Pour les hommes, l'île au Lagon sera représentée par Vautour et Jeunesse Canon. Le décollage a eu lieu cet après-midi et la compétition commence demain. Nous avons rencontré les athlètes ce matin à la barge juste avant le départ. Un sujet signé Pierre Bellucci, Jean-Nourdine Abdourahim et Fred Souleymana. Le grand départ des basketteurs a eu lieu ce matin. Direction Madagascar pour les filles du BCM et les garçons du Vautour et Jeunesse Canon. À quelques heures du début de la compétition, le coach des féminines se veut humble mais confiant. Nous, notre objectif, c'est d'arriver dans le tableau du final, c'est-à-dire la 3e, 2e ou première place. Si le basket et si notre jeu arrive à passer. Après, je sais que Madagascar, les filles joueuses malgaches sont très fortes. Donc à nous de voir si notre niveau sera suffisant pour pouvoir les battre. En tout cas, nous, on est très motivés. On a envie de représenter Mayotte. Représenter Mayotte à cette Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Après des années de domination sur le département, les filles du BCM sont prêtes à se confronter aux meilleures équipes de la région. Il y a 14 années où on a dominé le championnat. On a eu 2 ans où vraiment on ne savait pas trop qui allait être championne. Donc l'année dernière, on a gagné la Coupe de Mayotte, ce qui fait qu'on va à Mada aujourd'hui. Nous partons très confiantes parce que cette année, on a vraiment une bonne équipe pour pouvoir viser la médaille d'or, tout simplement. On y va pour combattre, pour pouvoir montrer qu'à Mayotte, il y a du basket et qu'on a beaucoup évolué, que ce soit les filles ou les garçons. Si les filles sont très motivées, la tâche sera quoi qu'il en soit très rude, d'autant que les dates de cette compétition posent de nombreux problèmes à certains athlètes salariés. C'est un peu dommage pour nous au début parce que nous partons avec un effectif réduit. Nous avons une bonne joueuse qui n'est pas là avec nous, qui ne viendra pas, Moana Hassani, mais aussi des filles qui, en raison de leur travail, vont nous rejoindre un peu plus tard. Donc ce qui va un peu nous pénaliser au début, mais bon, on va s'accrocher et on va se battre. La compétition commencera demain pour une fin le 11 octobre. Nous souhaitons donc bonne chance à nos représentants mahorais pour cette compétition.
Une compétition qui sera suivie par Casport, qui consacrera un volet spécial au retour des athlètes dans son édition du 12 octobre. Et ne manquez pas à la fin de ce journal votre rendez-vous sportif Casport avec du basket, du handball, du rugby ou encore du cyclisme ainsi qu'un débat sur l'arbitrage à Mayotte. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 5 octobre avec l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. La délinquance galopante qui sévit dans le quartier des Hauts-Vallons a provoqué une réunion du comité de sécurité de Mayotte il y a quelques jours. Des habitants ont décidé de faire des rondes, mais cela n'aura pas suffi. Le commandant de la brigade de sûreté urbaine s'est fait agresser vendredi soir en rentrant chez lui. Il tenait une sacoche à la main lorsqu'un individu l'a bousculé, tentant de le lui arracher. Le policier a résisté et une bagarre a éclaté. L'agresseur est finalement parvenu à s'enfuir avec son butin, laissant sa victime blessée légèrement aux pieds et à la main. Plus personne aujourd'hui n'est épargné par les vols, les violences ou les agressions, pas même les forces de l'ordre. De guerre là à ces fautes de moyens pour assurer leur mission, nombre de fonctionnaires préfèrent quitter le territoire au terme de 2 ans. Mayotte est devenue une zone dangereuse où seule une minorité d'habitants n'a jamais subi de cambriolage et d'actes délictueux. Les habitants de Kahani ont mis leurs menaces à exécution ce matin et ont cadenassé les grilles de l'hôtel de ville de Ouangani. L'affaire a débuté fin août par un courrier adressé au maire de la commune revendiquant l'annulation de la délibération du 26 mai 2015 portant attribution foncière, l'arrêt des travaux de construction de la clôture et sa démolition, un terrain pour l'extension du village de Kahani, la construction d'un établissement scolaire, l'aménagement d'un terrain polyvalent et un foyer des jeunes à Kahani. Les négociations avec le premier magistrat de la commune sont rompues car une décision unanime du conseil municipal refuserait d'accéder à ces demandes. Constitué au départ de quelques personnes, le cortège qui s'est étoffé s'est dirigé vers le rond-point de Barakani pour le bloquer. Un feu s'est déclaré ce matin au premier étage du bâtiment hébergeant l'opérateur téléphonique Only, situé rond-point El Farouk à Kaweni. Les pompiers sont rapidement intervenus. Aucune victime n'est à déplorer si ce n'est une personne légèrement intoxiquée qui a été prise en charge par les secours. La source de cet incendie serait de son côté accidentelle. La station Total située à Chirongui est actuellement fermée. Une tentative d'effraction a eu lieu cette nuit et plusieurs verrous ont été endommagés. Une nouvelle tentative de cambriolage qui fait écho à celle constatée dernièrement à la station de Magicavo. Chirongui restera donc fermé le temps de récupérer les indices et de réparer les locaux, comme le confie le directeur Nicolas Fabre, pour qui le ras-le-bol est réel. On continue avec vous, Pierre. On l'a annoncé tout à l'heure en début de ce journal, la délinquance juvénile, un sujet préoccupant avec des problématiques particulières. Oui, c'est un sujet très très préoccupant. Alors aujourd'hui, il y avait les portes ouvertes de la PJJ cet après-midi à partir de 14h. Il faut bien comprendre le contexte à Mayotte. Plus de 75% de la délinquance est commise. Des faits de délinquance sont commis par des jeunes qui ont entre 12 et 18 ans. C'est vraiment ces jeunes-là qui sont soumis donc à des faits de délinquance. Alors la problématique, elle est très simple. Ce sont des jeunes qui sont complètement déstructurés, souvent qui n'ont pas de cadre, depuis l'enfance, parfois des mineurs. Tout à fait, des mineurs isolés. Ils sont complètement déstructurés à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cadre familial ou pas de cadre familiaux dans beaucoup de cas. Ces jeunes, ils sont parfois dans les rues, il n'y a aucune sécurité, ils n'ont pas forcément d'abri, d'endroit où aller. Ensuite, ils voient des personnes avec des téléphones portables, parfois qui coûtent ne serait-ce que 5 €, mais 5 €, ça peut être un repas. Ils vivent au jour le jour pour survivre. Ils n'ont peur de rien, c'est-à-dire que demain, au cas où ils soient attrapés, où ils seraient attrapés, ils risquent quoi? Ils sont mineurs, souvent pas grand-chose, et au pire la prison. Dans le cas où ils risquent la prison, l'État leur vient en aide. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un toit, ils vont pouvoir manger à leur faim, ils vont pouvoir se sociabiliser, puisque souvent on le sait, dans les prisons, il y a, on se sociabilise, en tout cas il y a dans cette prison qui est toute nouvelle, il y a des terrains de foot, on joue au foot. Beaucoup n'ont pas peur, et même c'est presque salvateur, tout à fait, c'est salvateur. Donc c'est quand même un peu dommage et dommageable que l'État leur vienne en aide au moment où ils les mettent en prison et non pas avant. Voilà, il faut poser ce cadre-là. Alors maintenant, il faut trouver des solutions. Alors quelles sont les solutions? C'est très très compliqué, effectivement, dans le contexte actuel. On le sait qu'il y a le GSMA qui essaie de venir en aide à beaucoup de jeunes. Et ils le font très bien. Il faudrait peut-être élargir le GSMA, dire peut-être que ces jeunes entrent, qu'ensuite ils deviennent encadrants, que certains soient formés, que ça s'agrandisse. Mais vous parlez de jeunes de 12 ans, donc il faudrait les prendre beaucoup plus jeunes. Il faut effectivement qu'il y ait d'autres structures que les GSMA qui ouvrent leurs portes.
Vous êtes conseiller départemental. Est-ce que vous avez conscience du problème et de la gravité du problème? Et qu'est-ce qu'il faut faire, vous, à votre niveau, au niveau du conseil départemental? Je vais vous dire pire que ça. Je suis conseiller départemental qui est celui qui est en charge du social. Et donc, vous parliez des mineurs isolés tout à l'heure. J'ai la lourde tâche. Ce n'est pas le portefeuille le plus facile, mais c'est sans doute le plus exaltant. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord la prise de conscience, mais au-delà de ça, je vous ferai remarquer, vous avez raison de rappeler que dans la chaîne, il y a beaucoup d'acteurs, tous les acteurs, parce que le problème de la délinquance, et singulièrement celle de la petite délinquance, et même d'une manière, par extension, la problématique de l'enfance, ce n'est pas un problème du département, de l'État, mais nous subissons tous la délinquance et la petite délinquance en particulier. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça oblige que les acteurs, tous les acteurs, chaque protagoniste prenne ses responsabilités à son niveau. Et nous, au conseil départemental, le mois de juillet dernier, nous avons pris une délibération qui vise à intégrer dans l'organigramme du département les cadis. Et c'est pas que des mots, c'est pas des effets d'annonce, c'est pas pour faire joli, même si c'est très chic d'intégrer des cadis dans l'organigramme du département. Mais ceci s'est fait avec une feuille de route, avec une fiche de poste, avec très clair, y compris dans le domaine de la médiation, comme vous le savez. Et donc, souvenez-vous ce qui s'est passé dans les villages de la commune de Kungu et les jeunes de Majikabo. Souvenez-vous ce qui s'est passé dans la commune de Tsingoni avec les jeunes de Kombani et Tsingoni. Heureusement qu'il y a eu les cadis. C'est pour ça que moi je suis déterminé à chaque fois qu'on parle des cadis, que je suis convaincu de leur rôle majeur dans la société. Ils ont fait leurs preuves. Au niveau de l'accueil, parce que les cadis n'accueillent pas chez eux, au niveau de l'accueil. Ah non, mais lorsque vous évoquez cette tranche d'âge, et vous avez raison de souligner la PJJ, ce n'est pas au niveau de l'ASE, ce n'est pas au niveau de l'aide sociale à l'enfance, comme vous le savez. Mais on ne peut pas ne pas être sensible parce que c'est un problème de société de toute façon. Encore que je vous parle de la PJJ, mais il arrive parfois d'accueillir aussi, parce qu'on vous oblige quelque part, contrairement à l'esprit de la loi de 2007, eh bien, à accueillir des jeunes gens, y compris s'ils ont cet âge-là. Parce que l'une des problématiques que nous connaissons, nous, le département, c'est que l'esprit de la loi dit que les enfants ont vocation à retrouver leur famille biologique. C'est la loi de 2007. Il se trouve que la singularité de la problématique à Mayotte, 3000 mineurs isolés, là où sur tout l'hexagone, eh bien, on parle de 5000, vous voyez bien que c'est pas banal, et donc ça vous oblige à des acrobaties. Ce que nous faisons parfois, ce qui devrait relever de la PJJ, eh bien nous, conseil départemental, nous le faisons. Pas de gaieté de cœur, mais parfois parce qu'on n'a pas le choix. Et de la même manière, une fois qu'on a dit ça, eh bien vous voyez bien que on est parfois amené, à tort, à les accueillir chez nous, mais ça n'est pas là, à l'espèce, notre rôle. Et donc, c'est pour ça que je mets le curseur exprès sur le domaine de la prévention et de la médiation, parce qu'il y a un rôle à jouer. Vous parliez tout à l'heure, et vous avez raison, de la prison qui est un échec pour tout le monde. Comment on fait pour ne pas en arriver là? C'est le sens de la médiation, c'est le sens de la prévention, c'est le rôle des cadis. Et moi, je parie parce que j'ai vraiment cette naïveté de croire, et parce que je les ai vus à l'œuvre, le rôle des cadis. Mais ça ne suffit pas. Je vous informe que demain, même s'il n'y a pas de alpha et d'oméga à cela, mais nous validons un schéma médico-social demain, 6 octobre à l'hémicycle, dans lequel nous parlons entre autres aussi de la toxicomanie, de mangrove, de chimique, chercher le lien. Mais vous voyez qu'on prend le problème dans tous ces paramètres parce que c'est vraiment un problème de société. Merci beaucoup Issa Abdouissa, et merci à vous également Pierre Bellucci. Et cet après-midi se tenait l'élection du nouveau président du parc naturel marin. Des élections libres et sans influence qui ont regroupé tous les membres du bureau actuel. Non candidat à sa réélection, Régis Maceo a accepté de nous répondre quelques minutes avant le début du vote. Il souhaite que son successeur se penche sérieusement sur la question de l'aquaculture. Il nous confie ses espérances pour le futur au micro d'Abbas Alidi. Et j'espère que ce nouveau ou cette nouvelle présidente
pourra reprendre le flambeau que nous avons porté avec Maouida, de faire sortir l'aquaculture de cette pêche. Aujourd'hui, au départ de ces élections, il est vrai que le président d'Aquamage ne peut pas siéger pour des raisons techniques, des raisons techniques dans la mesure qu'ils sont en liquidation et que le juge n'a pas fait de procuration au président, ou en tout cas à l'ex-président. Donc voilà, voir l'aquaculture encore aujourd'hui est un peu évincé dans les votes des institutions pour lesquelles le parc doit développer. C'est encore un nouveau combat. Ce sera le nouveau combat qu'on va mener avec le comité régional des pêches et des aquaculteurs de Mayotte à travers la CAPAM et à travers l'institution du syndicat. Et à noter que c'est la conseillère départementale de Dembéni, Bichara Bouhari Payet, qui a été élue à la tête du parc marin, comme l'espérait notamment Dominique Marot, le désormais ex-président d'Aquamai. Et ce week-end, un artiste d'aura international s'est produit à Mayotte, Eldjaman Lévy, qui était en effet à Musical Plage vendredi soir, puis au Café Room de Combani samedi. 2 concerts exceptionnels qui ont eu le don de ravir tous les nombreux fans de reggae du département. Pour l'occasion, nous sommes rendus sur place afin de mesurer la portée d'un tel événement. Un sujet signé Shakila Youssouf, Pierre Bellucci et Leslie Vinmé. Des dizaines de fans ont répondu présents pour ces 2 concerts Roots. Vendredi soir à Musical Plage, l'ambiance était au rendez-vous avec Koubani Spirit, Zainouni et Shai, un trio local de haut niveau qui a enflammé la première partie de l'un des artistes les plus mystiques du roots reggae jamaïcain. Oui, je peux dire que ça s'est très bien passé, je me suis bien amusée, mais voilà, malgré qu'il n'y avait pas encore du monde, on a joué une première partie qui n'avait pas du monde, mais ça va. Franchement, là je suis contente. On ne fait qu'être content de cette soirée et puis vivement que ça se produise. Encore et encore et encore. On attend. Tout se passe bien. Eldjaman Lévy, on l'a attendu. Vivement qu'il est là et qu'il revient un de ces jours. Et là, on a un grand. Eldjaman. Ça, c'est un grand qui devrait venir. Et il est là sur place. C'est une chance qu'on en a, nous, pour la vie. Un concert qui a réuni des fans venus de toute l'île et d'ailleurs. En effet, Eldjaman Lévy est le genre d'artiste capable de rassembler un public très large qui nous rappelle ô combien Mayotte est un territoire riche de sa mixité. Donc au final, vous apprenez le Shimaore La musique, les gens, l'ambiance, super soirée chez Nidou, à refaire. Ouais, il y a un petit peu de tout, même si nous connaissons mais les Maoris aussi, ouais. On est de Mayotte, donc voilà, ça nous fait plaisir d'être là ce soir. C'est une bonne petite soirée reggae, ça fait du plaisir quoi. Il n'y a rien à dire, c'est ce qu'il nous faut ici à Mayotte. Mayotte a besoin de ce genre d'événements dans une île où beaucoup se plaignent du vide culturel. Un vide que Eldjaman Lévy a su combler le temps d'un week-end et tous en redemandent déjà. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infokwezi.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Juste après, retrouver l'invité du temps de parole, Amir, qui revient sur sa prise en otage samedi dernier à Bouyouni. Des propos recueillis au micro de Patrick Millan ce matin. Et à 20h10, avec un peu de retard, ne ratez pas votre rendez-vous sportif Casport. Excellente suite de programme à vous sur KTV.